Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le fameux podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un petit événement exceptionnel qui va peut-être devenir régulier. Je vais vous parler, je suis seul aujourd'hui, je vais vous parler de la All Elite Wrestling. On va revenir sur Collision, le nouveau weekly de la All Elite Wrestling qui est malheureusement pas disponible en France à l'heure actuelle. C'est vrai que Dynamite, l'autre pay-per-view ainsi que l'autre weekly et Rampage sont disponibles sur Toonami. C'est le mardi, je crois, Dynamite le soir vers 20h30 et Rampage le dimanche. Bien la All Elite Wrestling désormais elle a un nouveau weekly qui se passe le samedi soir, qui est diffusé sur TNT aux États-Unis, mais qui pour l'instant qui est encore inédit en France. J'avais envie de vous en parler parce que tout simplement, c'est, je trouve, le produit le plus intéressant de la All Elite Wrestling depuis longtemps. Donc voilà, je m'attelle ici à vous parler de ce nouveau weekly et on parlera aussi du pay-per-view qui aura lieu ce soir. Le crossover avec la New Japan Pro Wrestling Forbidden Door. C'est la 2e édition de Forbidden Door. Il y a une carte qui est très chargée, donc on en parlera en fin d'émission. On fera la preview, comme on dit. Et pour l'instant, je vais vous résumer les deux et vous analyser les 2 premiers épisodes de Collision. Donc ce nouveau weekly qui est diffusé les samedis soirs. Mais avant, on va peut-être parler un petit peu d'où on en est avec la All Elite Wrestling, parce que vous savez, à Catch Up, on a toujours soutenu la All Elite Wrestling. On était là pour les débuts de la promotion, même avant. On était là pour All In, souvenez-vous. Vous pouvez trouver la review, elle est en ligne. Si vous allez dans les archives de Catch Up, tout ça c'est gratos. Je vous rappelle qu'on est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast d'ailleurs. Sur YouTube, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. C'est gratos pour avoir toutes les nouvelles productions. Mais oui, on était là dès le début, on a soutenu dès le début cette nouvelle promotion financée par Tony Khan, engendrée, générée par Cody Rhodes, par les Young Bucks, par Kenny Omega, Chris Jericho était là au début, tout ça a été boosté ensuite avec l'arrivée de Dean Ambrose, qu'on appelle désormais John Moxley, le 3e homme du Shield qui a quitté la WWE pour rejoindre cette nouvelle fédération. Donc voilà, tout ça était parti en fanfare. On nous annonçait la révolution, le changement. Tout ça a été bâti un petit peu sur un fandom qui était en opposition, un peu en dégoût avec la WWE. Et force est de constater qu'on a eu un programme qui ressemblait quand même un petit peu à du sous-WWE. Alors effectivement, il y avait plus de matchs, de spot fest. Les catcheurs étaient moins péridés, on avait le droit du sang, il y avait des insultes et des choses comme ça. Mais bon, au final, on a un produit quand même qui cumule un petit peu les défauts de la WWE et de l'indie. D'un côté, les shenanigans qu'on a habituellement avec la WWE, avec des histoires alambiquées, des trucs pas très réalistes, et puis de l'autre, des matchs, certes, où les catcheurs sont pas bridés, mais où on a tout et n'importe quoi dans le ring, avec souvent des grosses blessures, peu de réalisme. Et alors, il y a des bonnes choses, on va pas tout enterrer. Il y a quand même une grosse réussite qui a été réalisée par toutes les personnes qui étaient impliquées dans le projet. Je veux dire, l'émission est toujours là. Il y a des pay-per-view qui se font. Alors, ça a stagné pendant. Ils ont survécu au Covid aussi. Ça c'est pas rien. Mais voilà, la WWE, c'est pas non plus une fédération indie qui se bat contre le grand géant WWE. C'est bien un programme qui est financé par un multimilliardaire. Donc on peut quand même s'attendre à avoir quelque chose qui devrait passer un certain level et nous emmener le catch dans une nouvelle dimension. Au final, on a une version un peu plus friquée de la TNA, qui moi personnellement ne m'a pas convaincu, qui n'a pas convaincu non plus le reste de l'équipe de Catch Up. Donc c'est pour ça qu'on
qu'on préférait pas en parler pendant longtemps, parce que finalement, on va pas parler de choses qu'on aime bien, qu'on n'aime pas, pardon. On parle que des choses qu'on aime bien à Catch Up. Hein. C'est pour ça qu'on continue à suivre la WWE chaque semaine. C'est parce que la WWE deliver. Ce qui n'est pas forcément, ce qui n'a pas toujours été le cas de la All Elite Wrestling, même si, effectivement, hein, si vous allez puiser dans les pay-per-view, vous aurez des grands matchs, des choses spectaculaires. Mais dans l'ensemble, tout ça est un peu brouillon, tout ça est un peu fourre-tout. Il y a des problèmes de production, etc., etc. Et surtout, il y a eu cet événement qui a fini, à mes yeux, presque d'enterrer la compagnie. Enfin, enterrer, c'est un bien grand mot, hein, parce que, comme je dis, le produit est toujours à la télé. On maintient l'audimat, même si ça a tendance à plus du tout monter, voire à descendre légèrement. Rampage, parfois ça touche le fond hein, au niveau de l'audimat, et on a de plus en plus de mal à remplir les salles. Mais surtout, ce qui m'a effaré, c'est le retour de CM Punk. Donc, je rappelle quand même que CM Punk, c'était l'image du catcheur finalement anti-WWE hein, qui avait claqué la porte de la compagnie. L'artiste maudit un peu, hein, l'artiste rebelle, comme beaucoup de fans de catch, aime à imaginer les catcheurs, quoi. Hein, l'artiste qui veut d'abord montrer à quel point il peut faire du beau catch, etc., etc. Qui ne suit pas les règles, qui ne suit pas les scénarios, voilà, qui se met en opposition à Vince McMahon et à sa vision du catch. Bon, on avait quand même compris depuis que ce qui embêtait CM Punk, surtout, c'est de pas être dans le main event de WrestleMania, de pas être le top guy de la compagnie. Et puis physiquement, ça commençait à être compliqué pour lui de suivre le rythme de la WWE. Voilà, donc ça, effectivement, il a eu un peu trop d'ambition et ça lui a coûté cher. Il est lui-même le premier à dire qu'il n'est pas un mec facile à gérer. Mais bon, on a eu pendant des années, je pense une dizaine d'années presque, des chants CM Punk dans tous les shows de la WWE, tous les pay-per-view. Voilà, il est revenu, une séquence magnifique où le public était debout. Voilà, c'était le retour de l'enfant prodige. Jésus-Christ est de retour. Voilà, tout le monde était heureux. La EW commençait à passer un nouveau level. Hein. On faisait plus d'1 million de téléspectateurs, des records d'entrée dans les shows, des records de ce qu'on appelle les gates, c'est-à-dire la recette hein, dans les salles. Donc, on arrivait presque à avoir une fédération qui était rentable, ce qui, je crois, n'est pas encore le cas de la WWE hein, pour l'instant. De la EW, pardon. Pour l'instant, on finance à perte, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, donc on avait ce retour de CM Punk et bon, le pauvre s'est blessé quand même plusieurs fois alors qu'il venait de gagner la ceinture et surtout il y a eu cette embrouille absolument, on va essayer de simplifier les choses, mais cette embrouille complètement inutile avec Hangman Adam Page et les Young Bucks et Kenny Omega. Tout simplement parce que Hangman, visiblement, les Young Bucks, et ce qu'on appelle The Elite, hein, le trio qui a été un peu à l'origine de All In, du moins qui a ramené une partie de son fan club à la EW, mais après, bon, faut pas trop se mentir, c'est aussi beaucoup Cody Rhodes et Chris Jericho et puis Dean Ambrose hein, qui ont consolidé le truc. C'était eux les vrais drôles de l'histoire, même si voilà, Omega et compagnie et les élites, moi je les aime beaucoup, hein, que Kenny Omega, The Elite, bon, Hangman Page, bon, pas spécialement, mais voilà, ils ont ramené leur fanbase, ils avaient fait un gros job pour devenir très populaire sur Internet, une grosse carrière au Japon, des matchs phénoménaux, ils ont attiré la lumière sur eux d'une certaine manière, mais là on est dans la cour des grands. Ça suffit pas de se faire remarquer, il faut passer le second level. Le second level, c'était CM Punk, quoi. Malheureusement, voilà. Visiblement, les Young Bucks qui ont un statut un peu spécial, hein, tout comme Hangman Page et Kenny Omega, d'un peu de producteur exécutif dans la boîte, ont fait jouer un petit peu les politiques pour court-circuiter CM Punk, qui lui s'en est pas laissé compter. Lui, il était dans les bonnes grâces de Tony Khan.
Donc ce qui se passe clairement, pour simplifier, Hangman Page dans une promo qualifie CM Punk de cancer dans le vestiaire. Voilà, il explique que ça se passera pas comme ça avec lui. C'est pas du tout ce qui était prévu dans la promo. CM Punk le prend très mal. Parce qu'il le prend personnellement, hein, il prend pas du tout ça pour une promo de catcheur, il prend ça comme une attaque personnelle. Visiblement, il y a des tensions dans le vestiaire. CM Punk a ses aficionados, notamment du côté de FTR, des mecs comme Powerhouse Hobbs, Ricky Starks, apprécient la présence de CM Punk. Et d'autres non, je pense que des gens comme Jungle Boy et puis tout ce qui est en rapport à l'élite n'ont pas d'atome crochet avec CM Punk. C'est des gens que de toute façon qui écoutent pas trop les conseils des vétérans. Donc ça se passe mal, ça s'embrouille. Il y a un match quand même qui a lieu entre CM Punk et Hangman Page, parce que tout ça fait partie d'une feud quand même, hein, entre les deux, qui est pas très bon. Voilà, CM Punk va expliquer récemment que lui, il était pas rassuré quand il affrontait Hangman Page, puisque il savait que le mec l'aimait pas. Pendant le match, il chantait qu'il y avait de la friction, qu'il y avait des coups qui portaient plus qu'il n'aurait fallu. Donc ça a donné un match pas terrible. Voilà, Punk aussi avait sorti une promo pour avant le match pour inviter Hangman Page à venir au ring, mais Hangman Page n'était pas là, donc ça avait donné rien du tout. Et on n'avait pas trop aimé. Et puis il y a eu ce media scrub là, cette conférence de presse factice qu'on a après les pay-per-view, où CM Punk complètement blasé, en sang, après un match, alors je sais plus c'était quel match, mais il était en train de manger des chouquettes et des choses comme ça, des pâtisseries. Donc il parle la bouche pleine là, et il commence à balancer sur tout le vestiaire de la All Elite Wrestling, sur en particulier les The Elite, les Young Bucks, en les qualifiant de gosses. Voilà, il explique que lui va prendre en main la compagnie, en gros, qu'il comprend ce que ça cafouille, parce que bon, c'est les débuts, hein, on apprend, et dit-il. Il y a Tony Khan à côté de lui hein, quand il fait la promo. Et il explique qu'il va prendre les choses en main et qu'on va passer un certain level, hein, puisque voilà, les choses fonctionnent, les salles étaient pleines à craquer, les recettes explosaient, tout comme les audiences. Et il explique que si on a un problème contre lui, on peut toujours venir le voir, hein, tout simplement. Et les Bucks et The Elite vont prendre ça au pied de la lettre, puisqu'ils vont aller le chercher après la conférence de presse, et ils vont taper à sa porte, rentrer dans sa loge, et visiblement ça va pas plaire du tout à Punk, qui va envoyer le premier coup de poing contre les Young Bucks. Alors je sais plus sur Matt Jackson ou Nick Jackson qui va mettre la patate, mais voilà, la bagarre éclate dans les vestiaires. Alors pendant un temps ça va être le flou artistique, on sait pas si tout ça est scripté, si c'est des rumeurs, qui a vraiment attaqué, etc., etc. Il y a une enquête interne qui se fait. Il s'avère que c'est CM Punk qui est considéré comme le coupable, et qui va être suspendu pendant un moment. Je crois que les Bucks aussi vont être suspendus. Enfin, tout ça va faire assez pitié. On se demandait qu'est-ce que c'est que ce truc, là, on se croirait à l'école. Et pendant un moment, on n'aura plus du tout de CM Punk à la All Elite Wrestling. On pense qu'il va laisser mourir son contrat et disparaître. Pendant que l'élite, elle, reprend un peu le contrôle de l'émission. Voilà. Et puis finalement arrive Collision. Et Collision va être l'occasion pour CM Punk de faire son grand retour, parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que derrière, les audiences sont un peu en berne. Hein. On était à plus d'1 million de téléspectateurs chaque semaine avec CM Punk, en gros, en moyenne, hein, je vous parle. Et on redescend à des 800 000, en moyenne pareil, allez, 900 000, on va dire haut, quand CM Punk n'est pas là. Voilà, on a donné la ceinture à MJF, qui est très talentueux, mais qui est pas ce qu'on appelle un draw, hein. C'est pas lui qui va faire venir l'audience, c'est pas lui qui va remplir les salles. Omega, les Bucks, voilà, on a bien vu leurs limites. Ils sont très talentueux également, mais sur le public américain, c'est pas non plus des draws. Ils ont cette capacité à générer une fanbase sur Internet, mais par contre, voilà, pour remplir des salles, mettre des culs dans des sièges, il en faut un peu plus. Donc, en tout cas, ça n'accroche pas plus que ça avec le grand public, avec le public mainstream.
tout ce qui est Kenny Omega, The Elite, etc. Donc on resterait dans un public de niche, pardon, si on public de niche, bravo. Un public de niche, si on reste avec The Elite. Donc voilà, et ben on réfléchit un peu tous. Et CM Punk fait ses excuses à Tony Khan, qui est quand même un grand fan de CM Punk, alors qu'il vient de négocier donc une nouvelle émission pour la télévision qui s'appelle Collision, qui sera diffusée le samedi. Et ben il en profite pour faire revenir Punk dans cette émission. On va hésiter pendant un moment, on parle d'une séparation du roster pour éviter qu'on ait des rencontres entre Omega, les élites et puis Punk et compagnie. Mais bon, il n'y aura rien d'officiel. On a bien compris que The Elite, Kenny Omega, etc. ne sont pas collision. Mais Punk, mais il n'y a pas vraiment de séparation de roster. Donc ce premier épisode de Collision sera l'occasion du retour de CM Punk, qui fera équipe dans le main event avec FTR, les champions de la All Elite Wrestling. La meilleure équipe du monde, peut-être, derrière les Young Bucks, derrière les Usos. On ne sait pas. En tout cas, ils ont une grosse année l'année dernière. Ils ont remporté à peu près toutes les ceintures des grosses fédérations hors AEW, WWE, la AAA, la New Japan, que sais-je encore. Et là, ils ont réussi à battre les Guns, les fils de Billy Gunn, pour devenir les champions AEW il y a quelques semaines. Et c'est en champion qu'ils se présenteront en collision aux côtés de CM Punk, et ils affronteront rien de moins que Samoa Joe. Quelle belle affiche. Et Switchblade Jay White, l'ancien champion de la IWGP, l'ancien champion IWGP plutôt, de la New Japan Pro Wrestling. Et Juice Robinson, aussi ancien champion US, je crois, de la New Japan. Et il a peut-être eu d'autres titres. Je ne sais pas s'il n'a pas été champion intercontinental. Enfin, un ancien pilier de la New Japan. Les deux ont été signés à la All Elite Wrestling il n'y a pas si longtemps. Donc ça fait un joli 3 contre 3. On les appelle le Bullet Club Gold. Switchblade et Juice Robinson. Ça, ce sera le main event de Collision, épisode 1. On démarre le show avec évidemment le retour de CM Punk dans le ring. Tous les commentaires de Nigel McGuinness, pardon, et Kevin Kelly. Donc un joli duo de commentateurs, bien meilleur que ceux qu'on a à Dynamite, là, la pochette d'andouille, Excalibur, Taz, Tony Schiavone, Jim Ross quand il est réveillé. Voilà, c'est vraiment... on est au degré zéro du commentaire un petit peu à Dynamite. Mais là, Collision, c'est du lourd, c'est du très sérieux. Kevin Kelly, il est excellent. Nigel McGuinness aussi. Donc, on a déjà une bonne ambiance sonore. En plus, le stage, les décors, l'entrée, le Titantron, tout ça, c'est très très beau. Et pour une fois, on n'a pas trop de problèmes de son quand on a des segments entre les matchs. Et pas de problème de son quand CM Punk arrive au ring pour faire son petit speech. Où il va remettre les pendules à l'heure. Donc ça c'est simple, il vient avec un sac dans lequel on ne sait pas trop ce qu'il y a, un sac rouge, et des chaussures autour du cou. Voilà. En fait, il se revendique comme le vrai champion. Il dit qu'il n'a pas vraiment perdu sa ceinture. Il dit qu'il est le top guy de la compagnie, que personne n'est capable d'enfiler ses shoes. Et tant que personne sera capable d'enfiler ses shoes, il se revendiquera comme le vrai champion. Il fait une référence au patron de Warner, la chaîne mère, Warner Bros. Discovery, la boîte mère de TNT, de la EW, etc., de la diffusion télé. David Zaslav, il dit que David Zaslav l'appelle When Bill Phil, c'est un peu Phil garantie sur facture, quoi, si vous voulez. Et c'est un jeu de mots parce qu'il dit ensuite qu'il est qu'il est la seule devise qui compte quelque part face aux billets contrefaits, les Bucks, les counterfeit Bucks, les Young Bucks.
Bucks, ça veut dire billet, donc les billets de contrefaçon, en quelque sorte. Et que lui, voilà, c'est la seule devise qui compte. Voilà, il dit qu'il fait pas de compromis. Il dit que voilà, il sait très bien que c'est difficile de bosser avec lui, mais surtout, dites-moi quand j'ai menti. Quand est-ce que j'ai menti? Voilà, il dit qu'il a porté la compagnie. Voilà, qu'il a toujours été soutenu par les smarts, les passionnés. Il aime les fans parce que les fans l'aiment. Mais il donnera pas d'excuses, il fera pas d'excuses, et puis que si vraiment vous vous attendiez à des excuses, c'est que vous êtes encore plus fragile que les catcheurs fragiles dont vous êtes fan. Ouais, c'est des mots forts. Voilà, il y aura pas d'excuses de CM Punk. Il y a des petites piques envers les Bucks, envers les Kenny Omega et compagnie. Voilà, vous êtes des fragiles. Moi, je suis là pour faire le business. Donc, on repart sur un show qui sera dirigé par Punk et qui sera tout pour le business. Et voilà, les choses sont dites. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre CM Punk désormais, alors que, bon sang, ça doit être les mêmes qui, pendant 10 ans, nous ont tannés pour avoir le retour de Punk, l'esprit du catch, etc. Moi, comme j'ai dit, j'aime beaucoup les Bucks. Souvent, les segments de Kenny Omega et des Bucks, c'est ce que je préfère à Dynamite. Mais oui, non, mais il faut être réaliste, c'est CM Punk qui est le draw de à la All Elite Wrestling. S'ils veulent passer un stage, s'ils veulent passer un niveau, ils n'ont pas le choix que de capitaliser sur Punk. Il a rien fait de plus, Punk, que d'être le personnage qu'il a toujours été. Il n'y a pas de surprise, on savait que c'était une tête de con. Mais le fait est que c'est un catcheur à l'ancienne, qui sait comment gérer le public, qui sait ce que le public a besoin, et qui était un vrai boost pour les audiences, etc. Donc voilà, ils ont pas plus beaucoup de cartouches là où l'Elite Wrestling, mais ça on l'a bien vu quand Punk était plus là, pour essayer de monter encore par rapport au niveau où ils sont, parce que sinon ils vont faire que descendre, et puis quelque part on aura une TNA bis. Ça peut durer des années, mais ce sera en descente. Donc oui, il faut se ranger, dire CM Punk. Une fédération de catch qui est saine, c'est une fédération de catch qui est un vrai top guy. Et malheureusement, à la All Elite Wrestling, c'était un peu sec. On a peut-être Jon Moxley qui a fait le taf, mais Jon Moxley n'est pas un draw non plus. Et Chris Jericho se fait vieux. Daniel Bryan, malheureusement, on n'a jamais compris que si on veut être le top guy, il faut s'imposer comme le top guy. Donc voilà, faire des jobs pour des gars comme comment il s'appelle, Daniel Garcia, trucs comme ça, là, Wheeler Utah, c'est pas comme ça que tu vas faire grimper les audiences. Faut pas rêver. Personne n'a envie de voir ça, en vérité. Donc, voilà, la mise au point est faite par CM Punk. On a ensuite un petit vidéo package sur la rivalité entre Wardlow, le champion TNT, et Luchasaurus. Donc ça, c'est des purs produits All Elite Wrestling, j'ai envie de dire. Enfin, Luchasaurus, il avait déjà une carrière avant. On l'avait vu un petit peu à la Lucha Underground. C'est un mec qui avait aussi été formé à la WWE, mais qui avait pas fait carrière. Luchasaurus est accompagné de Christian. Le Christian Cage, qu'on appelle maintenant le Christian de la WWE, l'acolyte de Edge à l'époque, Captain Charisma. Donc voilà, donc ça c'est une rivalité qui est en cours depuis un bon moment. Que dire de Wardlow? C'était donc le champion actuel TNT, donc TNT c'est la ceinture secondaire, on va dire, de la All Elite Wrestling. Une des ceintures secondaires, il y en a d'autres. Wardlow, c'était l'homme de main de MJF, l'actuel champion. C'est un gros bonhomme, il est costaud.
mais il catch pas très bien. D'ailleurs, le match n'est pas très bon face à Luchasaurus, qui n'a pas fait grand-chose non plus. Tout ça a été un petit peu médiocre, mais tout ça est sauvé par le finish. Luchasaurus, grâce aux interventions de Christian, a réussi à gagner le match. Il gagne la ceinture, mais il peut même pas se pavaner avec, parce que Christian lui prend la ceinture et célèbre avec le public en grimpant sur la troisième corde, comme si c'était lui le victorieux. Il se met même sur les épaules de Luchasaurus. Très très bon Christian à la All Elite Wrestling. Alors il catch de temps en temps, généralement c'est toujours très spectaculaire. Il a fait le meilleur match de Kenny Omega depuis qu'il est arrivé à la All Elite Wrestling, un match pour le titre TNA, un titre Impact, à l'époque où il y avait un petit crossover entre Impact et à la All Elite Wrestling, mais ça remonte maintenant, ça est bien vieux. Voilà, Christian. Donc c'est pas Christian qui est votre nouveau champion TNT, c'est bien Luchasaurus, mais Luchasaurus est à la botte de Christian. Luchasaurus, c'est un mec qui a un costume de dinosaure, un masque de dinosaure, voilà, qui est un grand bonhomme qui fait un peu de kung-fu et un peu de saut par-dessus la troisième corde, quoi, de temps en temps. Le match n'est pas bon, mais bon, Wardlow est pas bon en vérité, donc l'important là, ce qui est intéressant, c'est Christian dans cette histoire. On va voir où ça va nous mener, parce qu'il va continuer à... Il est hyper injurieux, hyper méchant, il est détestable, il a fait des promos sur le père de Jungle Boy, l'ancien comparse de Luchasaurus, qui est en fait le fils de l'acteur Luc Perry. Voilà, quand Luc Perry est décédé, il s'est pas emmerdé à faire une promo en critiquant le père de Jungle Boy. Voilà, c'était horrible. Mais on adore Christian, et c'est sûrement un des gars qui sait ce qu'il fait à la All Elite Wrestling. En backstage, on a une interview de Powerhouse Hobbs, c'est aussi un autre produit AEW qui est accompagné de QT Marshall. QT Marshall, qui a aussi beaucoup à la All Elite Wrestling depuis le début. C'est un pote à Cody Rhodes, il a une école de formation, donc il ramène des petits catcheurs, et puis c'est un heel à la All Elite Wrestling, parce qu'il n'est pas très over en tant que face, donc autant le mettre heel. Voilà, Powerhouse qui est surtout là pour dire qu'il sera présent à Collision, qu'il participera au tournoi Owen Hart. Il y a un tournoi Owen Hart qui va arriver, il y aura des matchs à élimination. C'est le nouveau chapitre du livre de Hobbs. Ce sera peut-être sa rédemption. Voilà, un homme sur qui compter. Powerhouse Hobbs, c'est une grosse baraque, comme on aime. Le retour d'un ancien WWE qui affronte un autre ancien WWE, c'est Andrade El Idolo, qui est de retour, lui aussi. Alors lui, il était passé dans les limbes aussi de la All Elite Wrestling. Il y a beaucoup de mecs, alors c'est ça aussi, on nous disait oui, les mecs sont mal utilisés à WWE, vous verrez à la All Elite Wrestling, on saura comment les utiliser. Bon, au final, rien qui s'est passé, il y a des tonnes de catcheurs qui viennent pourtant des bons talents, Andrade, Rousseff, voilà, Aleister Black, tout ça. Bon. Donne pas grand chose non plus à la All Elite Wrestling. On pourrait parler de Ty Dillinger aussi, merci, bonsoir. Bon, en tout cas, El Idolo, Andrade sort des limbes et il affronte ce soir Buddy Matthews, donc Buddy Murphy à la WWE, souvenez-vous, ancien champion de tag de NXT. Je crois qu'il a été champion Cruiserweight aussi. Qui est accompagné de Julia Hart, aucun lien avec Bret Hart, mais elle est très jolie, c'est déjà ça. Donc Buddy Matthews, il fait partie d'un clan, le clan d'Aleister Black, qu'on appelle Malakai Black maintenant, avec aussi un autre catcheur qui s'appelle Brody King. Une grosse baraque aussi, alors c'est un très beau trio, c'est trois très bons catcheurs. C'est très dark, ils font des apparitions, ils se téléportent, voilà, ils ont des maquillages, ils font de la magie, tout ça. Et donc ils sont en feud avec Andrade El Idolo. Andrade El Idolo qui va devoir affronter les deux. C'est Malakai Black, le chef. On l'appelait Michael Black, Aleister Black maintenant, qui est le chef de la tribu. Donc
il va devoir d'abord passer sur Buddy Matthews, puis la semaine d'après sur Brody King pour arriver au sommet, Andrade et Idolo. Donc là, bon, on a un match surtout entre Buddy Matthews et Andrade qui est vraiment très bon. Les deux sont en grande forme, ils sont plutôt au top dans le ring. Alors c'est rigolo parce qu'ils font des clins d'œil à leurs compagnes respectives, puisque Buddy Matthews qui est avec notre ami Rhea Ripley, il va faire le Riptide, il va appliquer le Riptide sur Andrade et Idolo, et Andrade et Idolo, lui en finisher, il va utiliser la figure 8 de Charlotte. Il a beaucoup de mal à le faire. D'ailleurs, il va le retenter la semaine suivante contre Brody King, mais il n'arrivera pas du tout. Donc voilà, c'est sympa, ces petits clins d'œil. Maintenant, Andrade, t'arrives pas à faire le figure 8, donc ne la fais pas. Alors, très très bon match. Très très bon match entre les deux. Voilà, je vous parle tout de suite du collision numéro 2. Il affrontera Brody King, donc Andrade. Et aussi un très bon match. Brody King, c'est un catcheur très sympa, un peu un physique un peu à la Cassius Ohno, voilà, gros balèze comme ça, qui est aussi capable de voler par-dessus la troisième corde, qui est quand même très rapide dans le ring. Voilà, Andrade a le droit de gagner, mais Buddy Matthews va venir en fin du match casser la tentative de figure 8 pathétique d'Andrade. Et puis ce sera disqualification. Voilà, ça se bagarre et la feud continue. Très classique, très bien exécuté. Voilà, de beaucoup de talent. Surtout, on va terminer sur un Malakai Black, Andrade et l'idolo, ça peut être bien sympa. Scorpio Sky, des nouvelles de Scorpio Sky aussi, premier champion tag de la All Elite Wrestling. On a un droit à un petit package vidéo sur lui. Il avait été champion TNT aussi à un moment, puis tombé dans les limbes aussi. Parce qu'à la All Elite Wrestling, on aime bien faire ça, pusher des gars, puis après, on n'entend plus parler. Donc là, c'est son grand retour. Il aura une petite vidéo, et puis il sera interviewé dans la deuxième émission. Il dit que c'est un nouveau départ pour lui. Simplement, bon, on en saura plus dans les semaines qui viennent. J'aime bien aussi Scorpio Sky. Il faisait partie de SoCal Uncensored, aux côtés des vétérans Kazarian et Christopher Daniels, deux piliers de la TNA. Bon, depuis, ils sont repartis. Hein. Je crois que Christopher Daniels, il traîne du côté de la ROH et Kazarian est parti à Impact. Kazarian il a dit ouais, ce qui se passe à la All Elite Wrestling, ça me plaît pas, c'est pas le catch que j'aime. Bye bye. Ensuite, c'est le retour de Rousseff, un autre personnage qui était tombé dans les limbes, qu'on l'appelle Miro à la All Elite Wrestling. Il avait bien tenu la baraque pendant un bon moment, pendant le Covid et tout ça. Ils avaient en gros reproduit le personnage qu'il avait à la WWE au début, guerrier imbattable. Alors il se faisait appeler le Redeemer, le catcheur préféré de Dieu. Il jouait un petit peu un ravi de la crèche là, qui avait vu Moïse. Dans la deuxième émission, il va dire qu'il a renié son Dieu. Il a dit maintenant il est seul. Voilà, il a tout renié, son Dieu, sa foi, sa femme, etc., etc. Il sera seul. Godless, on l'appellera Rousseff. Ce soir, il défonce Tony Nese. Hein, souvenez-vous de Tony Nese aussi, un ancien champion cruiserweight, qui est accompagné de Smart Mac Sterling, un des nombreux managers qui ne servent à rien de la All Elite Wrestling. Voilà, bon, il se fait défoncer Tony Nese. Et Rousseff en grande forme et de retour. Voilà, on espère qu'il y aura un vrai projet Rousseff, là, un vrai projet Miro à la All Elite Wrestling. Après, on a du catch féminin, alors ça, c'est pas du tout ma tasse de thé. Sky Blue et Willow Nightingale, qui est la championne actuelle Strong, du côté de la New Japan, donc c'est-à-dire la version américaine de la New Japan. Qui battent les Outcasts, c'est-à-dire Rubiso et Toni Storm, l'actuelle championne de la All Elite Wrestling. Donc Rubiso, Toni Storm, vous les connaissez, elles étaient à la WWE. Elles font partie d'un clan qui s'appelle les Outcasts avec Paige, qu'on appelle Saraya maintenant. Voilà. Comme c'est des anciennes WWE, elles sont méchantes. C'est à peu près le principe. Tout ça n'est pas très intéressant. Sky Blue est plutôt mignonne.
C'est tout ce qu'on retiendra de tout ça. Ricky Stark nous apprend qu'il participera au tournoi Owen Hart. Il affrontera Juice Robinson, je crois. Si pas de bêtises. Jeff Jarrett vient nous parler pour dire qu'il affrontera Mark Briscoe dans une concession de Strand Brawl match. Donc ça, heureusement, ça se passera pas à Collision, donc on s'en fout. C'est un match sans disqualification de merde qui a eu lieu à Dynamite. Rien à battre. Les Acclaimed, ils sont là. Donc les Acclaimed, c'est une équipe qui fait du rap. Il y en a un des deux qui rappe avant de rentrer dans le ring. Ils sont très populaires. Ils sont managés par Billy Gunn. Ouais. Voilà. Voilà. C'est le choix du peuple. Moi, je les aime bien. Ils sont marrants. Alors, c'est Max Caster qui rappe. Il fait pas grand-chose de plus, honnêtement. Des fois, il fait un dive. Et l'autre, c'est Anthony Bowen, qui est un peu la star. Voilà. Donc, ils font généralement des bons matchs, hein, ceux-là. Ils ont des vrais physiques de catcheurs, donc on les aime bien. Mais il n'y a pas grand-chose de plus pour ce mois-ci. Ils viennent juste un petit peu parader. Donc, ensuite, on arrive au main event, hein, tout simplement. CM Punk et FTR affrontent Jay White, Juice Robinson et Samoa Joe. Il y a Jim Ross qui rejoint les commentateurs, mais alors ça part en vrille parce qu'il est... En fait, il s'est blessé le matin, il est tombé par terre, il avait un bleu, il n'est pas du tout en état de commenter, donc il fait un petit peu pitié la voix chevrotante, Jim Ross. Il s'excusera par la suite via un tweet en disant qu'il va aller se reposer. Hein. Et puis on a un match vraiment cool entre CM Punk et les FTR qui finissent par battre Jay White, Juice Robinson et Samoa Joe. Alors ça pop quand on a Samoa Joe face à CM Punk dans le ring. Forcément, là, on a une affiche qui fait envie, qui fait saliver. C'est assez judicieux de nous l'avoir proposé dès le premier show, sans nous le proposer vraiment. Samoa Joe. Alors oui, Samoa Joe est à la All Elite Wrestling. Ça, c'est beau. Le mec, il devrait être en main event, quoi. Je veux dire, c'est Samoa Joe, quoi. Au lieu de ça, on l'envoie à la ROH et il est l'actuel champion télé de la ROH, sachant que la ROH a même plus d'émission de télé. La Ring of Honor a été achetée. La ROH et la Ring of Honor, c'est une fédération, pour ceux qui ne connaissent pas, au départ indépendante, qui avait ensuite été financée par Sinclair Broadcasting et qui présentait des émissions de télé, des shows indépendants qui étaient un petit peu une alternative quelque part à la WWE, qui avait un partenariat avec la New Japan Pro Wrestling, qui était un petit peu... Alors, on peut classer ça comme indépendant, on va dire, si on veut pas pinailler. C'était la plus grosse fédé indépendante, on va dire. En tout cas, c'est la fédé la plus intéressante quand on quittait la WWE, quoi. C'était quand même plus intéressant qu'Impact. C'est de là que sont venus les Bucks, que sont venus Samoa Joe, Adam Cole et compagnie, hein, tout ce qui est l'Undisputed Era, tout ça. Tout ça prend sa base entre la Ring of Honor et une autre fédération qu'on appelle la Pro Wrestling Guerrilla, mais qui est beaucoup plus petite. Et ça a été racheté par Tony Khan. Tony Khan voulait en faire à la base, on disait, une équivalent d'NXT. Il devait y avoir un deal télé, etc. Des émissions weekly. Au final, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de deal télé. Et les champions, concrètement, le champion du monde, c'est Cesaro. Samoa Joe en champion de télé. Les champions de tag, c'est les Lucha Bros. Donc que des vieux de la vieille. En gros, c'est du sous à l'Elite Wrestling, quoi, finalement, la Ring of Honor. Moi, j'ai essayé de regarder les quelques pay-per-views qu'ils ont fait, c'est pas trop regardable. On a l'impression de regarder les feux AEW Dark Elevation. Là, on a d'un côté des rookies, là au Elite Wrestling, qui sont pas vraiment des rookies, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont là, mais qu'on sait pas quoi en foutre. Qui affrontent des vieux de la vieille. C'est vraiment mal foutu. Voilà. Ça dilapide des talents qui devraient être
hein, aux premières loges. Je veux dire, Samoa Joe, Cesaro. Alors Cesaro, c'est Claudio Castagnoli maintenant à la EW. Et Lucha Bros, tout ça, c'est des mecs qui devraient être dans le main event de la All Elite Wrestling, si tant est qu'on peut appeler ça un main event. Enfin, un main roster, pardon. Dans le main roster et dans le main event, quelque part. Donc voilà, gaspillage de talent très, très mal foutu, ça, cette histoire de Ring of Honor. Et on s'en rend compte bien là quand on se retrouve tout simplement avec tu mets Samoa Joe face à Punk dans le ring, ça pop de ses morts et puis ça délivre dans le ring. Puisque Joe, ça va, il est en forme en ce moment. Il faudrait pas attendre trop de temps avant de nous refaire une belle rivalité entre les deux, qui sera sûrement plus intéressante que n'importe quelle autre connerie là avec MJF. J'ai rien contre MJF, c'est rigolo, c'est promo, mais tout ça fait scénariser, c'est scripté, c'est pas bon. C'est pas bon. Le truc avec les 4 piliers là, merci. Voilà, donc le main event, très sympa, victoire de ce qu'on pourrait qualifier de chantier, FTR et CM Punk. CM Punk, quand il est revenu la première fois, donc à la Elite Wrestling, il s'est un peu créé un personnage à la John Cena. Maintenant, c'est un peu plus complexe. Comme on va le voir dans le deuxième épisode, parce que quand il arrive au ring, il est à la fois hué et acclamé par le public canadien. Ils sont au Canada, ils sont à Toronto pour cette édition. Il y a d'abord une petite vidéo de promo face caméra, avec d'un côté CM Punk, FTR, et Ricky Starks, et de l'autre, ça répond tout de suite du tac au tac, Jay White, Juice Robinson et The Guns. C'est une promo enregistrée du plus bel effet, ça ressemble pas à ce que fait la WWE, donc c'est bien. C'est les deux mecs, les deux équipes se disent ce qu'ils ont à dire, rien de très intéressant, mais voilà, ça hype pour le main event de la soirée, donc ce 4 contre 4. Ensuite, on va travailler un petit peu Forbidden Door, parce que la carte n'est pas finie. On est samedi, ça passe dimanche. Et on a Darby Allin, enfin c'est Chris Jericho et Minoru Suzuki qui arrivent au ring. Chris Jericho, Minoru Suzuki et Sammy Guevara affronteront Darby Allin et Sting dans un 3 contre 3. On ne sait pas qui sera le partenaire de Darby Allin et Sting. Darby Allin prendra le micro pour dire oui, Sammy Guevara, t'es pas venu ce soir, je sais pas pourquoi il est pas venu. Peut-être un problème de visa, je sais pas. Peut-être que t'as réfléchi, peut-être que tu te dis que c'est pas bien, mais en tout cas, si tu pointes ton nez, je te botterai le cul. Et puis on s'attaque à Jericho, on lui dit écoute, de toute façon, le troisième homme qu'on a choisi, c'est un mec qui t'a déjà mis la pâtée au Tokyo Dome. Et du coup, l'indice est un peu gros. C'est Tetsuya Naito, Los Ingobernables de Japon, qui débarque. Le grand Tetsuya Naito, qui généralement, quand il vient en Amérique, vient avec la casquette, le t-shirt, et il en fout pas une. Là, il a une belle entrée. Il a sa belle entrée des grands soirs avec le costume, la cape. Et le face-à-face se fait avec Chris Jericho. Chris Jericho qui a eu une défaite, donc pour le titre intercontinental de la New Japan, feu le titre intercontinental, au Tokyo Dome, il y a quelques années, face à Tetsuya Naito. Tetsuya Naito, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'était quelque part le plus grand heel des années 2010, on va dire, avec son clan Los Ingobernables. C'est le mec qui crachait sur l'arbitre, qui s'attaquait aux commentateurs, qui snobait ses adversaires, qui mettait genre 5 minutes à enlever son costume avant de commencer le match, tranquillo, comme on dit, et puis qui derrière faisait des gros matchs très rapides dans le ring, très percutants. Vraiment, moi c'était un de mes catcheurs préférés dans les années 2010. Là maintenant il est un peu usé, il a un peu les genoux pétés, donc c'est plus vraiment la tornade que c'était dans le ring à une époque. Et puis les babyface, alors il n'y a plus non plus tout ce ramdan qu'il faisait quand il arrivait au ring à insulter tout le monde et tout ça, cracher sur les arbitres, comme je l'ai dit. Voilà, donc bon. C'est quand même sympa de l'avoir dans ce 3 contre 3. Et puis surtout de le voir débarquer à la télé américaine comme ça, avec une belle entrée, avec son costard et tout, la cape et tout. J'avoue que j'étais content. Ensuite, c'est Miro, je vous en ai parlé. Il n'a plus de la renier son dieu. Et après, on a un match quand même, une bien belle affiche, puisque c'est l'ace de la New Japan Pro Wrestling, Hiroshi Tanahashi, donc l'équivalent de John Cena,
pendant les années 2000 à la New Japan. Hiroshi Tanahashi qui affronte Swerve Strickland, accompagné de Prince Nana. Prince Nana qui est, car c'est vraiment le manager qui sert à rien. J'ai jamais rien vu faire, ne serait-ce que faire une distraction d'arbitre ou accrocher le pied d'un catcheur. Jamais je l'ai vu faire quoi que ce soit. Hein. Ça fait des années que je subis Prince Nana dans les matchs de la Ring of Honor. Quoi, ce mec ne sert à rien. Voilà, s'il est payé pour faire ce qu'il fait, franchement, bravo. Mais c'est pas le seul. Hein. Le manager de la All Elite Wrestling a servi à rien. Zéro pointé. Ce Prince Nana. Swerve Strickland, vous le connaissez, c'était Isaiah Scott, le leader de Hit Row à la WWE. Donc Hiroshi Tanahashi, comme je vous ai dit, le John Cena du Japon à une époque. Bon, maintenant il est vraiment, il a mal au genou aussi. Alors lui vraiment, hein, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à courir ni rien. Mais il est tellement talentueux qu'il fait illusion. Le match est très cool contre Swerve Strickland. Ça se termine par une victoire quand même de Tanahashi, ce qui est un peu normal avec son high five flow. On est content. Bon, pas encore. C'est pareil. Swerve Strickland, c'est aussi un mec comme son comparse là, Keith Lee. Et ben, ça stagne. On est dans les limbes. On sait pas qu'est-ce qu'ils veulent en foutre. Après le match, après la victoire de Tanahashi, on a la musique de MJF qui retentit. On pense le voir arriver sous le Titantron, mais rien du tout. Il apparaît en vidéo. Il explique qu'il n'allait quand même pas se déplacer juste pour Tanahashi. Voilà, Tanahashi n'est pas au niveau. Il explique que le match fera l'ouverture à Forbidden Door, ce sera pas le main event. Il dit qu'il n'a pas envie de passer la soirée à regarder tous les indie japonais, les clampins de l'indie là. Et puis que Tanahashi n'est pas à son niveau, quoi. Voilà, belle petite promo de MJF, hein, qui s'y connaît quand même pour descendre un peu ses adversaires. Tanahashi demandera un micro, mais il n'en aura pas. Alors il repartira un petit peu comme il est venu. Mais voilà, on apprend que Tanahashi MJF sera le match d'ouverture des 115 matchs qui forment Forbidden Door. Andrade Idolo perd contre Brody King. Non, gagne contre Brody King, pardon. Bon, ça, je vous l'ai expliqué, c'est sur disqualification. Après l'intervention de Buddy Matthews, la feud continue. Le match était sympa. Petite promo de Christian, encore, hein, qui se fout de la gueule de Toronto. Hein. Voilà, il va descendre sa ville, c'est sa ville natale, mais vous êtes tous des losers. Et que voilà, il n'y aura plus d'Open Challenge pour le TNT Championship. Voilà, il faudra que les gens le méritent, hein, s'ils veulent un title shot. Christian, il fait un peu le speech comme s'il était c'est lui le champion, quoi. Et c'est bien Luchasaurus, le champion. Mais bon, encore une belle petite promo de Christian. On a des petites vidéos de tous les participants du tournoi, enfin de quelques participants du tournoi Owen Hart. Et notamment Satoshi Kojima qui affrontera CM Punk, donc ça sera Forbidden Door, on en reparlera un peu plus tôt. Très très bien. Ensuite, on a un match féminin pour le tournoi féminin Owen Hart. C'est les quarts de finale. Willow Nightingale bat Nyla Rose, qui est accompagnée de Marina Shafir. Vous vous souvenez de Marina Shafir? C'est partie des copines de Ronda Rousey. C'est la femme de Roderick Strong. C'est toujours la femme de Roderick Strong, je crois. Bon, bah, il y a un match qui est gagné par Willow Nightingale. C'est elle qui continue dans le tournoi. Nyla Rose retourne dans les limbes. À la fin du match, il y a les Outcasts qui arrivent, donc Tony Storm, Saraya, Page et Ruby Riot à la WWE. Donc elles entourent le ring et Willow Nightingale est sauvée par la petite Sky Blue. Voilà. On est content. Scorpio Sky qui nous fait sa petite vidéo pour nous dire qu'il est de retour, que maintenant ça va chier des bulles.
Powerhouse Hobbs qui va squash Jeremy Prophet, le catcheur canadien local. Voilà, joli petit squash de Powerhouse Hobbs. Il faut compter avec lui à Collision. Ouais, c'est plutôt bien joué de faire ce genre de truc, parce que ça permet de rendre le show plus digeste, d'avoir des petits squash. Et ensuite, on nous présente un petit peu les matchs qu'il y aura au tournoi au Reinhardt. Donc, justement, Powerhouse Hobbs affrontera Dustin Rhodes. Samoa Joe. Dustin Rhodes, c'est Goldust. Samoa Joe affrontera Roderick Strong. Donc, tout ça aura lieu à Collision. Donc ça, c'est un match que j'attends. Samoa Joe contre Roderick Strong. Roderick Strong a l'Elite Wrestling maintenant, si vous ne le savez pas. Et Ricky Stark affrontera Juice Robinson. Ça peut être sympa aussi. Donc ça commence assez fort. Tout ça aura lieu à Collision. Et on aura aussi la semaine prochaine les débuts in-ring de MJF. Du lourd. Et le main event de la soirée, c'est Jay White, Juice Robinson et les Guns, donc les fils de Billy Gunn, qui sont retournés contre leur père, qui ont été champions tag de la All Elite Wrestling, qui ont perdu les titres face à FTR. Qui sont plutôt pas mal, bon physique, des bons heals, ils ont une belle entrée, avec la caméra qui tourne autour d'eux, dans la lumière, là, ils jouent, voilà, ça fait penser un peu à Triple H, même dans certains aspects. Voilà, très réussi. Ils affrontent donc CM Punk, toujours FTR et Ricky Starks, donc c'est du 4 contre 4. CM Punk est hué comme pas possible. Il y a quand même des gens qui sont pour lui, pardon. Il y a des gens CM Punk, etc. C'est un match qui dure très longtemps. CM Punk, il nous fait un peu une Randy Orton, c'est-à-dire comme le public le hue, il met la pédale. Il ralentit le truc, il fait des moves un peu pourris, sans grand panache. Mais ça lui coûtera cher, puisque au final, c'est bien les méchants qui vont gagner. Puisque il va y avoir un dive à l'extérieur de Cash Wheeler qui manque de se tuer sur les Guns. CM Punk va vouloir aussi faire un dive à l'extérieur, mais il y a Jay White qui remonte dans le ring, alors il va sauter sur Jay White le chope à la volée et lui place un Uranage. Il va placer un Uranage sur Ricky Stark qui remonte dans le ring aussi. Là-dessus, Stark il réussit à casser le tombé. Enfin, ce sera un compte de 2. Il se remet debout. Il a un retour. Il enchaîne les spears sur tout le monde. Et il va tenter un deuxième spear sur White. Mais là, il y a Juice Robinson qui le chope et qui lui fait son signature move, le Left Hand of God. Et là-dessus, Jay White place le Blade Runner, son finisher, pour la victoire. Le reste de l'équipe, des gentils, ne pourra pas remonter dans le ring. Et donc, premier coup de théâtre. Alors déjà, CM Punk qui s'est fait huer par le public. Alors, il se fait huer, mais il se fait acclamer en même temps. Alors, du coup, c'est plutôt bien joué pour lui, parce qu'il se retrouve avec une pop semblable à celle que pouvait avoir John Cena à une époque, ou Roman Reigns à une époque. Généralement, quand on a une pop comme ça, dès qu'on va aller loin, c'est que c'est un peu nous le patron. Quand la moitié du public te hue et que l'autre moitié t'acclame, c'est que la moindre des choses, tu ne laisses pas les gens indifférents, et c'est ça qu'il faut faire dans le catch quand tu es à un niveau auquel on est avec la All Elite Wrestling. Voilà, premier coup de théâtre, CM Punk qui reçoit des huées, et deuxième coup de théâtre, défaite de la Team Punk. Ce qui est pas mal un petit peu pour apporter un peu de crédibilité à Jay White, l'ancien champion de WJP qui a été assez maltraité depuis qu'il est arrivé à la All Elite Wrestling, mais là, bon, il se retrouve dans une feud avec CM Punk, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc un épisode, donc 2 épisodes très digestes de collision qui, à mes yeux, représente un show bien plus intéressant que Dynamite ou que Rampage, bien plus digeste,
Voilà, je pense que je vais me concentrer sur ce show-là pour apprécier la All Elite Wrestling. Et on va essayer de vous faire un résumé assez régulièrement. La semaine prochaine, ça va être délicat parce qu'on va être à Money in the Bank. Donc, il y a vraiment zéro chance qu'on puisse vous sortir un petit résumé. Mais bon, à terme, j'aimerais bien que ce soit un rendez-vous du dimanche, cette review de Collision. Éventuellement, vous faire participer en étant en live. Alors, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Voilà. J'aurais besoin de votre soutien pour enchaîner ces reviews de Collision. Et en tout cas, voilà, ça redonne un nouveau vent à la All Elite Wrestling. C'est sympa, c'est plutôt bien troussé. Et puis, il y a du star power. Donc, on en veut. Et maintenant, on va partir dans la chaleur toxique de ce mois de juin. On va partir sur la carte de Forbidden Door, donc deuxième Forbidden Door, donc crossover entre la New Japan et la All Elite Wrestling, le Japon et l'Amérique. C'est la deuxième édition, donc, hein. Je ne cesse de le dire. Bon, alors ça a été vendu comme un truc exceptionnel, genre beaucoup de gens s'extasiaient dessus. Quoi, un crossover entre la All Elite et la New Japan, hein. Bon, ça fait des dizaines d'années qu'on avait aussi des shows de la Ring of Honor en crossover tous les ans avec la New Japan. C'est le World at Wars, je crois que ça s'appelait. La TNA aussi. Bon, on voyait souvent des catcheurs de la TNA au Wrestle Kingdom au début, hein, dans les premières années. Notamment, on a Jeff Hardy qui est assez connu quand même. Jeff Hardy contre Naito il y a quelques années. Enfin voilà quoi, les 3D. Les Dudley Boys. Voilà, les Dudley Boys étaient aussi souvent à la New Japan quand ils étaient à la TNA. Quasiment invaincus au Japon, je crois, les Dudley Boys. Donc ça n'a rien d'exceptionnel. Hein. C'est ce crossover, finalement, ces portes interdites, là. Mais bon, bel effet marketing, hein, tout le monde y croit, donc on va pas casser votre rêve. L'année dernière, le show oscillait entre le chaud et le froid, hein, parce qu'il y avait du bon, notamment Will Ospreay, qui avait fait un très très bon job contre Orange Cassidy, un match vraiment très très cool qui rappelait Spike Dudley contre Mike Awesome dans je ne sais plus quel show de la WWE, peut-être un One Night Stand, je ne sais plus, à la EC-Dub ou je ne sais quoi. Voilà, même genre de prestation, très 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 belle perf de Will Ospreay pour mettre over Orange Cassidy. Qu'est-ce qu'on avait? On avait aussi le 3 contre 3. Darby Allin, Sting, Shingo Takagi, qui affrontait. Je crois qu'ils affronteraient Jeff Jarrett, Jay Lethal et le grand hindou, là, je sais pas comment il s'appelle, qui est avec eux. Contre toute attente, c'était un match super fun, excellent. Je vais vérifier si c'est ça en direct. Mais c'était ce qui était le plus rigolo dans ce show. Après, on avait eu un 4 contre 4 qui s'était soldé par une blessure d'Adam Cole. Voilà, 4 contre 4 qui avait été gagné par Switchblade Jay White, qui était à l'époque champion IWGP. Mais alors, Adam Cole s'est blessé dans le match, donc le finish était tout pourri. C'était pas bon du tout, quoi. Puisque Adam Cole était au sol, il est resté au sol 5 minutes avant qu'on se décide à le couvrir pour la victoire du match. Il y avait Okada quand même qui était dans ce match-là. Adam Page et Adam Cole. Ouais, il me semble qu'Adam Page était pas. Si, ouais. Bref. Il y avait un cadeau Castellini, Zack Sabre Jr. qui n'était pas fameux parce que c'était plus une démonstration de force de Claudio Castagnoli. Zack Sabre Jr. n'avait pas beaucoup eu l'occasion de montrer son catch. J'étais un peu déçu. Puis le main event, c'était un truc inepte entre Moxley et Tanahashi qui valait pas grand-chose, quoi. Voilà, donc il y a eu quelques bons moments, mais c'était quand même une déception, ce Forbidden Door. Et là, on parle avec une grosse carte là, qui est blindable.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 matchs en comptant le pré-show. Hein, on sait déjà que ça va être un digest avant que ça démarre. Donc il y a un pré-show où on verra El Fantasmo, catcheur que j'aimais pas beaucoup de la New Japan quand il était heel, catcheur australien, si je dis pas de bêtises, ou néo-zélandais, quelque chose comme ça. Cruiserweight High Flyer, qui est beaucoup plus sympa depuis qu'il est tourné face. Il a un petit côté Sami comme ça depuis qu'il est face, qui est bien cool. Il affronte Stu Grayson, une moitié des Super Smash Bros. Avec qui ont formé le Dark Order après, avec Evil Uno. Voilà, un catcheur qui est populaire, mais dont je dis strictement rien à foutre. Ensuite, l'United Empire, TJP, Jeff Cobb et Kai Fletcher. Donc ça, c'est le clan de Will Ospreay. Donc TJP, vous en souvenez, c'était le premier champion cruiser de la nouvelle ceinture cruiser après, gagnant du Cruiserweight classique, catcheur que j'aime beaucoup, qui a un petit run bien cool là, à la New Japan Pro Wrestling, pardon. Jeff Cobb, le monstre Matanza à la Lucha Underground, pour ceux qui se souviennent. Super catcheur, powerhouse, très technique. Et Kai Fletcher, c'est un des aussi Open, je pense. Vérifier ça de suite, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. C'est bizarre qu'il l'ait mis comme ça. Oui, c'est ça, c'est une des moitiés des aussi Open, donc catcheur anglais, voilà, qui ont le vent en poupe en ce moment. Petite équipe sympa. Je les avais vus un petit peu démarrer à la Progress. Voilà, ils ont fait du chemin depuis. Plutôt sympathique, pas mauvais dans le ring. C'est dommage qu'il n'y ait pas Francesco Akira. J'aurais bien aimé le comparse habituel de TJP. Mais bon, ce sera Kai Fletcher ce soir. Donc ce trio, l'unité d'Empire, affronte Hiromu Takahashi, Shingo Takagi et Bushi. Donc c'est pas du tout un crossover, hein, c'est qu'un match 100% New Japan. C'est Los Ingobernables de Japón, hein, le clan. Hiromu Takahashi, qui était un super performeur dans la division junior heavyweight. Malheureusement, qui s'est gravement blessé face à Dragon Lee au niveau de la nuque, qui est revenu depuis, mais bon, qui n'est pas aussi véloce qu'à l'époque. Donc bon, il reste très charismatique. Il catch plutôt de manière sympathique, mais c'est plus les prestations qu'on avait dans le temps. C'est un peu dommage. Shingo Takagi se garantit sur facture, un des meilleurs catcheurs au monde. Et Bushi, luchador japonais, on va dire entre guillemets, très populaire, mais pas non plus extravagant entre les rings. El Fantasmo Stu Grayson. Attendez, on va peut-être faire un. On va peut-être donner notre avis, comment on appelle ça, les pronos. Sur un match de gala en même temps, est-ce que ça a un intérêt? Allez, donnons la victoire à Stu Grayson, qui est assez populaire. Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, bon, on s'en fout en vérité. Je sais pas qui va gagner. Je vais même pas pronostiquer ça. C'est un match New Japan, on s'en fout. Ensuite, on a Mogul Embassy. Donc c'est Swerve Strickland, Toa Liona et Kone. Donc Swerve Strickland est deux losers dont on n'a rien à foutre de la All Elite Wrestling, qui affrontent Trent Barreta, Rocky Romero et El Desperado. Allez savoir pourquoi. Ouais, ça, à mon avis, ça va être pourri. Hein. Pourri de chez pourri. Ensuite, alors attention, hein, je descends pas Trent Barreta, Rocky Romero qui sont de bons talents, ni El Desperado et tout ça, mais j'ai un match-up un peu bizarre. Donc ensuite, dans le pré-show, on aura un match du tournoi féminin de Owen Hart. Quart de finale, Athena contre Billy Starks. Je sais plus qui est Billy Starks. Et Athena, c'était Ember Moon, qui maintenant s'amuse
à être stiff avec ses adversaires. Voilà, elle a reçu une grosse critique parce qu'elle était un petit peu stiff dans le ring. Donc Athena aussi, elle est à la Ring of Honor. Encore un des grands gâchis de la All Elite Wrestling. Voilà, bon, à mon avis, ce sera pas terrible ce match-là non plus. On pourra zapper, je pense, le pré-show. Hein. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. Donc, je vous l'ai dit, on aura déjà un opener qui sera MJF contre Hiroshi Tanahashi. Donc, je vous rappelle que Hiroshi Tanahashi, maintenant, il est vieux et tout ça, donc ça va être la même histoire. Mais bon, MJF aussi, très bon dans le ring, très malin. C'est deux mecs qui maîtrisent la psychologie, le storytelling. Je pense qu'on peut avoir une masterclass de... Voilà, vous montrer comment, quand on a des limites physiques... Parce que Hiroshi Tanahashi, clairement, il faudrait qu'il prenne un an de vacances, qu'il se fasse opérer les genoux. Et qu'il revienne un peu à la manière d'un Rey Mysterio, quoi. Mais c'est pas le cas. Il se fait pas opérer. Donc il vient en boitant des deux jambes, ce qui est pas facile. Mais bon, comme je vous dis, psychologie, storytelling, les deux sont des maîtres dans la partie. Enfin, MJF, des fois, il en fait un peu beaucoup, mais voilà, il va bosser avec un pro de chez pro. Ça peut donner une masterclass. Ensuite, le tournoi Owen Hart. Donc, on va avoir ce Dream Match que j'attends de pied ferme, CM Punk contre Satoshi Kojima. CM Punk, donc, qui va faire sa première prestation dans un pay-per-view. On l'attendait pas forcément là. Voilà, va falloir qu'il prouve qu'il peut assurer dans un match où il n'y a pas d'enjeu, face à un vétéran, face à Satoshi Kojima. C'est garanti sur facture avec Kojima. On a beaucoup parlé, on envisageait un match entre CM Punk et Kenta. Kenta, souvenez-vous, dans l'ancien Hideo Itami à la WWE. Mais surtout Kenta, la grande star du Japon, qui avait eu un run mémorable à la Noah, la troisième fédération japonaise, on va dire, qui avait été créée par le grand Misawa. Donc, voilà, à l'époque, c'était vraiment lui la plus grosse star du Japon à une époque, Kenta. Donc, son passage aux États-Unis n'a pas été glorieux, surtout une grosse blessure et infection à l'hôpital, etc. Voilà, il en ressortait assez diminué. Et bon, de ce qu'on sait, de ce qu'on lit sur Twitter, voilà, il tient pas CM Punk en haute estime. Hein. Il considère que CM Punk lui a piqué beaucoup de choses, hein, en particulier son finisher, le go to sleep. Ça, c'était l'arme de Kenta au départ. Et puis le côté Jiu-Jitsu, grand coup de pied. Enfin, Kenta, il s'est fait piquer par tout le monde. De toute façon, c'était un précurseur. C'est plus sain qu'on ait ce match contre Satoshi Kojima. C'est plus intéressant. Ce sera plus propre. Enfin, c'est plus intéressant. C'est sûr que, parlant gossip, ouais, ça aurait été plus intéressant d'avoir Kenta Punk, mais est-ce que ça aurait donné quelque chose dans le ring? Kenta, il est aussi diminué un petit peu. Il fait beaucoup d'anti-catch. Quand je dis qu'il fait de l'anti-catch, des taunts, ça peut durer bien 5 minutes, 5-10 minutes. Ouais, 5 minutes. Allez, avant qu'il décide à démarrer son match. Peut-être pas ce qu'on avait envie de voir. Parce que CM Punk, il serait rentré dans le jeu aussi. Là, on va avoir un match classique contre Kojima. Je suis vraiment client Kojima. Voilà, par catcher, c'est ce qu'on appelle la troisième génération à la New Japan. C'est les vétérans qui sont là depuis un moment, qui ont tenu la boutique un petit peu quand c'était difficile pour la New Japan. Très populaire auprès du public japonais, et puis très bon dans le ring. Hein. Il a un catch vraiment propre. Moi, j'aime beaucoup un physique qui en jette. Donc c'est un match que j'attends de pied ferme. Ce Punk Kojima. Sûrement victoire de Punk. Hein. Kojima, ça ne le dérange pas de faire le job. Ensuite, ce fameux 3 contre 3. Sting, Darby Allin et Tetsuya Neto affrontent Chris Jericho, Minoru Suzuki et Sammy Guevara. Donc, moi, ce que j'attends surtout, c'est Naito. L'année dernière, comme je vous l'ai dit, c'était le petit bijou caché de Forbidden Door, le match avec Sting. Parce qu'il y avait notamment Shingo Takagi était super heureux de catcher avec Sting.
Alors d'habitude, il est assez impassible, c'est un dur à cuire, Shinko Takagi, mais là, on voyait sur sa face qu'il était heureux d'être là. Alors, je vous ai dit des conneries. Ils affrontaient Sting, Darby Allin et Shingo Takagi. Ils affrontaient les Young Bucks et El Fantasmo. Donc, ouais, donc il y avait du level quand même dans le ring. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Voilà, ça explique aussi pourquoi c'était top. Parce qu'il y avait les Young Bucks et aussi El Fantasmo. Donc, oui, c'est un level un peu plus que Jeff Jarrett, forcément, et que le grand géant. Donc, oui, voilà, ça me. C'est pour ça sûrement que c'était aussi cool. Mais c'était aussi cool parce qu'il y avait Sting, qui est souvent le MVP des pay-per-view de la All Elite Wrestling. Parce qu'à son âge, il arrive encore à sortir des trucs. Il sort toujours un gros spot, à un moment donné ou à un autre. Et là, ils ont vraiment joué sur le caractère iconique de Sting. C'était super. On espère qu'ils vont réitérer l'exploit. Donc là, on aura en plus Tetsuya Naito dans le ring, Minoru Suzuki, l'autre légende du Japon. Voilà, mais il y aura Sammy Guevara pour se faire taper dessus. Darby Allin pour faire des conneries aussi. Je pense qu'on peut avoir un joli 3 contre 3. Avec beaucoup d'humour, parce que Chris Jericho il est quand même très drôle là, en roue libre depuis qu'il est à l'Olympic Wrestling. Curieux. Naito est très drôle aussi dans le ring quand il s'y met. Donc, on risque de bien se fendre la poire. Ensuite, on a un match inattendu, Adam Cole contre Tom Lawlor. Filthy Tom Lawlor, ancien combattant MMA, qui avait été un peu à la manière de Riddle, mis sur la touche pour des raisons de suspicion de drogue, etc. Bon, il a mis un certain temps à se défaire de l'UFC pour pouvoir devenir vraiment catcheur. Il s'est reconverti dans le catch, tout simplement. Il a beaucoup catché à la New Japan Pro Wrestling version américaine, New Japan Strong. On l'a vu aussi à la MLW, la Major League Wrestling, une autre fédération qui a un petit show de télé sur je ne sais plus quelle chaîne hebdomadaire, puis qui fait des pay-per-view. Un jour, si vous êtes curieux, allez voir la Major League Wrestling. Bon, il n'y a pas que des grands talents, mais la particularité, c'est qu'ils mélangent avec les catcheurs américains avec des catcheurs mexicains. Donc ça donne parfois des mélanges intéressants, mais bon, c'est difficile de faire une émission weekly. Et la Major League nous le prouve chaque semaine. En tout cas, Tom Lawlor, lui, il a réussi à se faire signer à la New Japan. Et du coup, pour Forbidden Door, il va affronter Adam Cole. Donc, moi, je suis curieux. Je l'ai vu un peu catcher Tom Lawlor, c'est pas mal. Je suis curieux de le voir face à un mec comme Adam Cole. Dans un contexte comme celui de Forbidden Door, ça peut être intéressant. Ça, pour le coup, c'est un match qu'on n'aurait peut-être pas vu dans une autre configuration. Je suis alléché, ça n'a pas été construit très vite, mais ça peut être sympa. Alors ensuite, on a Eddie Kingston, Tomohiro Ishii et The Elite qui affrontent le Blackpool Combat Club, c'est-à-dire Jon Moxley, Claudio Castagnoli, le champion Ring of Honor, et Wheeler Yuta. Également Shota Umino et Kinosuke Takeshita. Takeshita. Ah. Donc il fait pas partie du BCC, Takeshita, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce que c'est le BCC? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc, c'est la question que vous allez me poser. Qu'est-ce que c'est le BCC? Donc, Eddie Kingston, d'un côté, vétéran du catch indépendant, qui a une nouvelle carrière à la All Elite Wrestling très très populaire. Bon, dans le ring, il est pété de partout. C'est assez caricatural quand il catch, faut aimer, mais c'est une bonne promo. Tomohiro Ishii, un des piliers de la New Japan, qui faisait des matchs 4 étoiles contre tout le monde. Si vous voulez briller dans un ring, mettez-y Tomohiro Ishii. Il se fait vieux aussi, mais c'est pas grave. Et The Elite, les Young Bucks et Hangman Page. On les présente plus. Et Blackpool Combat Club. Blackpool parce que ça avait été formé par William Regal. William Regal qui, l'ancien catcheur William Regal, oui.
Alors c'est vrai que tout le monde s'en foutait quand il était catcheur, William Regal, mais depuis qu'il a été manager de NXT, c'est devenu Dieu le père. Et donc quand il est venu à la All Elite Wrestling, on a formé un clan autour de lui, formé par un peu ses anciens protégés de la Florida Championship Wrestling, John Moxley, Cesaro, et puis aussi Daniel Bryan Danielson, comme on l'appelle à la All Elite Wrestling. Puis on a rajouté Wheeler Yuta, parce que c'est un projet de Tony Khan, Wheeler Yuta. C'est pas trop pourquoi. Enfin, Wheeler Yuta, voilà. Wheeler Yuta, c'est l'exemple même du catcheur qui devrait être à la Ring of Honor. On devrait être très retardé parce que le mec a pas vraiment de physique. Il a rien de spécial dans le ring. Il a pas de micro. Il ressemble à un kiki avec une barbe. Voilà, ils sont censés jouer des gros durs, hein, Moxley, Castagnoli et Daniel Bryan. Et donc, il y a toujours celui de Wheeler Yuta qui est là, et on se pose des questions. Donc bref, c'est toujours le Blackpool Combat Club alors que William Regal est parti depuis longtemps. Hein. Il les a trahis pour MJF, puis après il est parti parce que Triple H a pris les commandes, il lui a passé un coup de fil et dit reviens bosser, hein, on va bien t'occuper de ton fils là, à NXT. Et voilà. Et ben, ils n'ont pas fait le deuil, hein, parce que ça s'appelle toujours le Blackpool Combat Club, leur clan qui est un peu tout pourri, quoi. Ils jouent les gros durs, ils font des matchs hardcore, ça scène toutes les semaines. C'est pas super intéressant. Et il y a Shota Umino, donc un des anciens Young Lions de la New Japan, qui a fini un peu son excursion et qui maintenant passe dans la cour des grands. Très sympa. Shota Umino, il nous rappelle un petit peu Tanahashi, Hiroshi Tanahashi quand il était jeune. Et on a aussi Konosuke Takeshita, donc lui c'est un japonais mais il a été signé à la All Elite Wrestling. Il vient de la DDP, Dramatic Dream Team au Japon, une fédération un peu faux-folle où a beaucoup bossé Kenny Omega, où ils font des matchs un peu foufou, on se met des feux d'artifice dans les fesses, on catch cul nu, des trucs comme ça. Faut aimer. Il y a aussi du catch classique hein, qui est pas mal, mais bon, c'est pas. On ne perdra pas notre temps à regarder ça trop souvent. Mais par contre, donc Takeshita est venu faire son excursion parce que vous savez, les catcheurs japonais ils font des excursions à l'international pour apprendre un peu à catcher dans d'autres pays, dans d'autres vestiaires que les vestiaires des japonais. Donc lui, il est venu faire son excursion à All Elite Wrestling et puis comme Tony Khan, il est pas con, il l'a signé hein, parce qu'il a vu qu'il avait beaucoup de talent. Il a un physique impressionnant. Il est aussi costaud qu'un catcheur américain, quoi. Parce que d'habitude, ils sont toujours plus petits, hein, quand même, les catcheurs japonais, hein, si on regarde avec des yeux normaux. Donc finalement, il a été signé à la All Elite Wrestling, Takeshita. Donc, voilà, c'est le nouveau projet Tony Khan. Il a trahi Omega, hein, qui était soi-disant son mentor. Voilà, il est managé par Don Callis, l'ignoble Don Callis. Voilà, donc on aura un 4 contre 4 entre le The Elite, qui représente Kenny Omega, hein, parce que c'est le clan de Kenny Omega, The Elite, hein, finalement. Voilà, ils veulent leur revanche face au Blackpool Combat Club qui les harcèle depuis longtemps, hein, à coups de tournevis et tout ça. C'est vraiment la feud du moment du côté de Dynamite. Ensuite, on a le champion international qui est invaincu depuis une paire de temps, Orange Cassidy, donc le championnat international de la All Elite Wrestling, c'est aussi un titre intermédiaire de la All Elite Wrestling. Voilà, qui avait été détenu par Pac pendant un moment, hein, Neville, souvenez-vous, et finalement qui est maintenant détenu par Orange Cassidy, qui fait des matchs toutes les semaines, où il gagne à chaque fois. Alors il est rigolo, hein, Orange Cassidy, tout ça, mais il y a un problème de crédibilité quand même dans tout ça. Mais bon, alors ce soir, il affronte Daniel Garcia, également Zack Sabre Jr. et Katsuyori Shibata. Alors c'est de brick et de broc, hein, ce truc-là. Daniel Garcia, c'est comme Wheeler Yuta, c'est un mec qui devrait être à la Ring of Honor, qu'ils ont pushé trop vite, trop haut.
avec un gimmick de shooter, technicien, fils spirituel de Daniel Bryan. Il a une victoire sur Bryan Danielson. Mais bon, dans le ring, c'est soporifique. C'est pas très bon. C'est jamais très propre non plus. Voilà, il est dans un clan avec Chris Jericho. Il se revendique comme sport entertainer plutôt que catcheur, donc tout l'inverse de ce qu'il fait dans le ring, quoi. Il a un physique de merde. Il fait pitié, j'aime pas du tout. Zack Sabre Jr. est là. Dans un match à 4, je sais pas comment il va pouvoir briller, Zack Sabre Jr. Zack Sabre Jr., c'est un tortionnaire, un mec qui enchaîne des soumissions dans tous les sens. On aurait aimé le voir contre Daniel Bryan. Il y a d'autres projets pour Daniel Bryan. Dans un 4 contre 4, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, Zack Sabre Jr. Il va encore pas pouvoir briller. J'en ai peur. Quatrième homme, Katsuyori Shibata. Shibata, qui était pressenti pour devenir une des grosses stars de la New Japan, qui s'est blessé gravement dans un match jusqu'au boutiste contre Kazuchika Okada. Match long où il a eu la bonne idée d'enchaîner les coups de boule un peu stiff, un peu réel sur Okada en fin de match, qui lui a entraîné un grave traumatisme crânien. Ils ont dû même lui sortir le cerveau du crâne et lui remettre. Et donc après, sa carrière était finie. Au pauvre Shibata. Maintenant, il revient depuis quelques temps. Mais bon, il n'est pas à 100% du tout. Donc, on en a fait le champion de la Ring of Honor. Voilà, il est aussi à la Ring of Honor. Il est champion pure. Donc, pure, c'est un truc un peu bizarre où les règles sont spéciales. Vous avez droit à avoir un cassé de prise dans les cordes seulement 3 fois. Je sais plus, ça marche au point, il y a un temps limite. Bon, c'est des matchs qui sont chiants. Personne n'a envie de regarder ça. Et donc, il est champion de cette discipline-là, Katsuyori Shibata. Et il fera sûrement pas grand-chose dans le match non plus. C'est une mauvaise idée, ce four-way. Tony Storm défend contre Willow Nightingale son championnat AEW, on s'en fout. Et MJF donc défend contre Hiroshi Tanahashi, on en a déjà parlé. Sanada, le champion IWGP. Alors c'était longtemps l'avenir, Sanada de la New Japan. C'était chez les Los Ingobernables, c'était un des acolytes de Naito. Il a trahi Naito, fondé son propre clan, Just Five Guys, avec les anciens du Suzuki-gun, le clan de Minoru Suzuki. Une partie de ces gars-là. Douki, Taichi, Yoshinobu Kanemaru. Et comment s'appelle-t-il? Je vais trouver. Michinoku. Voilà. Créateur du Michinoku Driver. Donc, ce petit clan-là, dirigé désormais par Sanada qui a remporté le titre en battant Kazuchika Okada. Taka Michinoku, voilà. Pouah, ça m'a travaillé le cerveau, il fait chaud. Hein. Ça fait un moment qu'on fait la review. Donc, Sanada, moi j'avais perdu un peu espoir avec Sanada, mais voilà, il a remporté le tournoi, la New Japan Cup, tournoi élimination. C'est pas le J1 Climax, hein, parce que ça c'est un tournoi qui se fait au point, le J1 Climax. Là, c'est un tournoi par élimination qui se fait en début d'année. Il a remporté ce tournoi-là en trahissant notamment Naito, et il a gagné derrière en battant Kazuchika Okada. Il fait un très beau champion, Sanada. Voilà, le changement de personnage fonctionne bien, et je trouve quand il arrive dans le ring, il a ce truc que dégageaient les champions japonais dans les années 90. Et voilà, et c'est cool de le voir en champion. Là, on va suivre ça de près quand même. Il a redonné un petit peu de vitalité à la New Japan. Et il défend son titre contre Jungle Boy Jack Perry, donc le fils de feu Luke Perry, Beverly Hills 210, là. Plus récemment Riverdale.
Donc catcheur populaire, voilà, qui était en tag en équipe avec Luchasaurus, en solo depuis un moment, fait partie des 4 piliers de la All Elite Wrestling. Bon, ça je vous passe, c'est de la connerie les 4 piliers. Voilà, Sonada a dit qu'il ne savait pas du tout qui était Jungle Boy. Il dit c'est un peu triste de voir des mecs comme ça se retrouver pour être en compétition pour le titre IWGP. Voilà. IWGP c'est un peu au-dessus quand même du titre All Elite Wrestling. Il a bien raison. Et bon, Jungle Boy est pas mauvais dans le ring. Bon, c'est du spot fest, hein, Jungle Boy. On va voir ce que ça donne. Il est beaucoup plus petit que Sanada. Je sais pas s'il va être très crédible. On verra. Ça peut être sympa quand même. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Kazuchika Okada affronte Bryan Danielson. Ça pourrait être le main event, ça, je crois. Hein. C'est le dream match de la soirée. Donc le dieu vivant Kazuchika Okada, qui nous a donné tellement les plus belles heures de la New Japan, affronte Bryan Danielson, qui nous a donné les plus belles heures de la WWE. Voilà, Bryan Danielson, Daniel Bryan. 9 cèdes. On aurait aimé voir ça il y a quelques années, quand ils étaient au top tous les deux. Maintenant, là, l'enjeu, les attentes sont énormes sur ce match. Ça peut être le match de l'année, ça peut être un des matchs de la décennie. On va y aller l'esprit ouvert, en espérant qu'on n'en attende pas trop et que les deux s'investissent à 200%. Un gagnant, je ne sais pas, je pense que Daniel Bryan peut faire le job pour Okada. Il est assez sympa pour le faire. Ouais. Je préférais un match nul presque, mais on verra bien. Donc ça, effectivement, c'est rien que pour ça, le pay-per-view vaut le coup, je pense. Kazuchika Okada contre Bryan Danielson, ça va faire l'histoire. Et le dernier match sur la carte, Kenny Omega, qui défend son titre US IWGP face à Will Ospreay. C'est un rematch de Wrestle Kingdom, début d'année en janvier. Un des meilleurs matchs de l'année. Il n'y a rien à dire, les deux avaient fait une performance incroyable. Kenny Omega, quand il est au Japon, c'est juste incroyable. Will Ospreay, je continue à dire que c'est un des meilleurs catcheurs au monde de toute façon. Il a jamais déçu, Will Ospreay. J'ai jamais vu de mauvais match avec Will Ospreay. Il est en train de tourner, je sais pas si c'est le cas même définitivement, mais Babyface, qui est beaucoup mieux pour lui parce qu'il a pas du tout un catch de heel. Et il va se retrouver contre Omega, ils vont se rendre coup pour coup, ça va être spectaculaire, ça va être génial. Ça va se tirer la bourre entre Okada, Danielson et Will Ospreay, Kenny Omega. Quel sera le plus grand match? Je ne sais pas. Mais ouais, c'est pour ces matchs-là que ça vaut le coup de regarder ce Forbidden Door. Même si on n'est pas vraiment sur du crossover spectaculaire entre Kenny Omega et Will Ospreay. On a eu ça à Wrestle Kingdom, c'est une affiche New Japan en vérité. Hein. Mais bon, vaut mieux ça qu'autre chose. Hein. Vaut mieux ça qu'une redite de l'année dernière d'Dean Ambrose Tanahashi. Non, mettez des mecs qui peuvent nous produire quand même du catch qui mérite d'être en main event, quoi. Trop souvent, on a eu des trucs. On a quand même eu un Tanahashi Billy Gunn à une époque, quand la New Japan voulait s'implanter aux États-Unis. Définitivement, attention à qui vous mettez dans votre main event. Bon, là, ils ont fait les choses en grand, pas tortillé. Hein. Kazuchika Okada, Danielson, énorme. Kenny Omega, Will Ospreay, énorme. On est quand même curieux sur Sanada Jungle Boy, ça peut être super. Mais je pense pas qu'ils vont leur donner 1000 ans non plus aux deux. Voilà, Kojima, Punk, moi ça me titille aussi. Je suis curieux de voir aussi ce que vont faire Sting et compagnie dans leur match 3 contre 3. Voilà, il y a de quoi faire dans ce Forbidden Door. On espère que ça va être bien monté, on va espérer que ça va être bien rythmé, on espère que ce sera pas trop long. Je pense que le plus judicieux, c'est de faire peut-être abstraction du pré-show, mais je crois que vous l'avez disponible sur Fight Kratos en français avec les commentaires de l'ami Strangelo et Tonton Feuillant, Norbert Feuillant. Ce serait dommage de se priver, c'est toujours bien d'encourager
la francophonie pour le catch. Et peut-être qu'en faisant le forcing, on finira par avoir collision en français. Sur Toonami. Hashtag Toonami. Voilà, en tout cas, là, on a fait le tour de la carte. J'espère que je ne vais pas être trop long. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. Voilà, comme je vous dis, on pourrait partir sur des reviews de collision peut-être les dimanches. Alors, tout dépend de ma vie. Est-ce que si je prends une cuite le samedi, est-ce qu'on est apte à le faire le dimanche? Bonne question. Est-ce que c'est pas un peu ambitieux tout ça? Mais voilà, revenir à du direct, revenir à votre participation. Dites-moi dans les commentaires si ça vous chauffe. Et puis voilà, pour le reste, on se retrouve très bientôt. Donc, je pense qu'on fera un débrief de Forbidden Door. Et sinon, de la Team Catch-Up, on se retrouve pour les reviews de la WWE. Monday Night Raw SmackDown. SmackDown devrait arriver pas trop vite. On va essayer de le faire vite tough parce qu'après, on part en voyage à Londres. Voilà, on fera aussi la review de Money in the Bank du coup. Avec notre expérience en direct de l'O2 Center. Ça va être du gros boulot. Bon, les zouzous, il est temps de se quitter. On se retrouve très bientôt pour parler de catch. Ciao, ciao les amis.